Salut à tous, c'est Sully Perfect Ten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la grande review de WWE Extreme Rules 2021 qui a donc eu lieu la nuit dernière. Pay-per-view de 2h50, donc pas trop long. Une carte qui est restée, on va dire, à peu de matchs. On en avait déjà 6 lorsque j'ai fait ma vidéo pronostic. Eh bien, ils en ont juste rajouté un match impromptu, on va dire, et ils en auront relégué un en kick-off, ce qui fait qu'on restait sur un format avec 6 matchs sur la carte principale, donc c'est pour ça que ça restait un pay-per-view très digeste en termes de nombre de matchs, ce qui n'était pas plus mal, d'autant plus lorsqu'on est dans un pay-per-view, on va dire, dit de transition. On va dérouler tout ça, et on va passer directement au match de kick-off, qui est donc finalement un match qui a été relégué en kick-off, et c'était exactement celui que je voulais voir, et c'est-à-dire Liv Morgan contre Carmella. Voilà, je pense que c'était le bon choix à faire. Je voyais pas ce match en carte principale, et j'étais déjà surpris à la base que ce match déjà soit dans un pay-per-view quoi. On peut aussi noter donc avant le match une promo de Carmella qui dit que elle demande à Liv Morgan si elle se rend compte de ce qu'elle a fait en envoyant son visage dans le coin. La dernière fois qu'on avait vu ça, il y a 2 semaines. Je suis la plus belle femme de la WWE et ce visage est mon plus grand atout. Ceci m'ouvre des portes et ça me permet de payer les factures, donc ça me fait rapporter de l'argent. Aucun d'entre vous, elle s'adresse au public, ne peut s'identifier à cela parce que vous n'êtes pas aussi beau que moi. Ce visage est ce qui me sépare des gens méchants comme toi, Liv. C'est pourquoi tu t'en es pris à mon visage. Tu devrais avoir honte. Et Carmella conclut en disant qu'elle est plus haute, qu'elle est haute et que Liv, elle, ne l'est pas. Voilà, et le match, 7 minutes 53, donc une petite durée kick-off, même si j'ai trouvé que le match m'avait paru plus long que ça en direct, mais bon, finalement que 7 minutes 53, et le résultat, Liv Morgan s'impose finalement avec son Oblivion, après avoir propulsé Carmella tête la première contre la table des commentateurs, comme elle l'avait tenté de le faire justement en tout début de match, et comme elle l'avait fait justement il y a 15 jours, lorsqu'elle avait entre guillemets pété le nez de Carmella. Donc c'est quand même logique finalement. C'était un peu un fil rouge dans ce match. Victoire sans surprise donc de Liv Morgan qui correspondait à mon pronostic. Donc bon résultat à ce niveau-là. Il fallait que Morgan, je pense, gagne ce match et prenne du momentum. D'autant plus qu'elle avait hélas perdu en plus contre Zelina Vega 2 jours avant à SmackDown. Ça m'avait énormément surpris et même un peu énervé. Parce que j'avais pas apprécié ça, parce que Vega n'avait jamais encore gagné de match depuis son retour, et donc son premier match, elle s'impose face à quelqu'un qui a besoin de momentum, donc juste avant un pay-per-view, j'avais trouvé ça très maladroit. Peut-être que Morgan va s'ériger en challengeuse numéro 1 pour Becky Lynch, voire Charlotte Flair, si elle est draftée à Raw, sait-on jamais, ou qu'on va la mettre en valeur peut-être dans l'optique du Queen's Crown Tournament, le Queen of the Ring, même s'il n'a pas été encore officialisé, mais je pense que ça ne saurait tarder, d'autant plus que le Queen's Crown Tournament est une marque qui a été déposée par VVE il y a quelques temps, donc je pense que ça va être annoncé, et donc on annonce toujours éventuellement, a priori, la finale du Queen of the Ring, du Queen's Crown Tournament à Crown Jewel, tout comme le King of the Ring masculin. Donc ça, on verra bien, on attend l'officialisation des choses. En ce qui concerne le match, il n'est pas si mauvais. Je m'attendais à pire, il faut le dire. Carmella demeure assez faible dans le ring et Morgan fait quand même des progrès notables. Le public était bien investi en plus derrière Morgan. Ce match fut assez court mais a eu le mérite de nous raconter une histoire donc autour du visage de Carmella. Donc un 2,75 pour ce match. On oubliera vite, on oubliera vite ce match qui était totalement niveau weekly, mais le contrat pour moi fut rempli. Et on a aussi évité l'intervention de Zelina Vega à laquelle j'avais pensé et heureusement ça n'est pas arrivé et c'est un bon point à souligner. Voilà, on verra bien ce qui attend maintenant Liv Morgan. Peut-être que ça y est, c'est à nouveau son push, peut-être qui est relancé après un petit creux là, après le Money in the Bank. Donc on verra bien. Moi je pense qu'il y a du potentiel avec cette fille. En plus elle est appréciée. Donc voilà, je pense que ça peut faire une bonne babyface pour l'avenir. Allez, on va passer tout de suite à la carte principale avec l'opener, donc qui était un match qui n'était pas sur la carte à ce moment-là, jusqu'à maintenant. C'est un impromptu, donc un six-man tag entre le New Day au complet et Bobby Lashley, AJ Styles et Omos.
Donc ce match a été ajouté suite à une baston qui a eu lieu entre les 6 hommes backstage durant le kick-off. Zara Schreiber voulait interviewer les New Day et notamment Big E. En tant que nouveau champion de WWE, ils allaient arriver, sauf que AJ Styles et Omos sont arrivés avant, et AJ Styles a dit parlez plutôt de nous, voilà, on mérite plus, enfin parlez de nous, franchement, plutôt que les New Day. Et les New Day sont arrivés, et puis derrière, Kofi a un peu chambré en disant vous n'êtes même pas dans le pay-per-view, qu'est-ce que tu fais là, vous n'êtes même pas là. Kofi en même temps, on pourrait dire pareil de lui, il n'était pas prévu non plus sur la carte, bref. Et derrière on voit que Lashley attaque Big E, donc on a Big E Lashley d'un côté, et puis New Day, enfin le reste du New Day, et AJ Styles et Omos de l'autre, et voilà, ça part en brawl, et un peu plus tard dans le kick-off on apprendra que le Six-Man Tag est officiel pour le pay-per-view. Voilà, donc sur le papier, voilà, un bon choix d'opener. On verra si ça s'est confirmé après le match. Donc 18 minutes 14, donc on leur a laissé beaucoup de temps, peut-être même un peu trop d'ailleurs. 18 minutes 14, et résultat, victoire des New Day, puisque Lashley s'apprêtait à porter un spear sur Big E, mais AJ Styles fait le tag derrière son dos. AJ Styles alors rentre sur le ring, il veut s'élancer en springboard pour son Phenomenal Forearm, mais Lashley également fait le tag dans le dos de DJ à son tour, et rentre dans le ring. Big E ensuite esquive quand même le Phenomenal Forearm qui avait été tenté par AJ, et du coup Big E se retrouve entre les deux, il se retrouve encerclé, on va dire, entre AJ Styles d'un côté et Lashley de l'autre. Lashley s'élance alors vers Big E pour un spear, mais Big E esquive, et du coup c'est AJ qui prend tout à la place, et Big E en profite derrière, après avec cette distraction un peu de Lashley là, pour porter un big ending sur Lashley justement et s'imposer. J'aurais aussi, si j'avais dû faire le pronostic, j'aurais aussi donné la victoire au New Day spontanément. Il fallait que Big E, je pense, fasse le pin, car depuis qu'il a acquis son titre, il faut le dire, il a perdu un six-man tag à Raw en opener, plus le triple threat qui a eu lieu lors du main event de Raw. Donc il a gagné aucun match depuis qu'il est champion. Alors certes, il a jamais pris le pin non plus, mais il était quand même nécessaire de capitaliser sur son titre avec quand même une vraie victoire. Quant à faire le pin sur Lashley, je suis moins fan, on va dire. AJ avait selon moi le rôle parfait pour essuyer la défaite, surtout après avoir pris un spear de Lashley justement, donc c'était le moment idéal de faire le pin derrière. Lashley avait aussi pris le pin en plus par Roman Reigns dans le triple threat du dernier Raw, donc ça fait quand même un peu beaucoup pour Lashley, qui va d'ailleurs affronter en plus Big E en opener de Raw de ce soir pour le titre, puisque Big E, Lashley a fait une promo backstage, il en a marre, il veut son match 1 contre 1, il veut pas les New Day, il veut personne d'autre autour, il veut un 1 contre 1 et il veut récupérer son titre. Et Big E a accepté, tout simplement. Voilà, donc le match est officialisé, on sait que ça va être le kick-off de Raw. Probablement aussi pour les ratings qu'on a booké ce match entre Big E et Lashley, parce que sinon je comprends pas l'absence de ce match à Extreme Rules, comme je l'avais dit dans ma vidéo pronostic, ça s'écrivait tout seul, ça paraissait évident que ce match allait avoir lieu à Extreme Rules, et ils ne l'ont finalement jamais booké, mais là encore, le problème c'est que pour ce soir, Lashley va probablement perdre à nouveau, et de façon protégée, du moins je l'espère, soit à cause d'une intervention de Goldberg, pour éventuellement faire le fameuse revanche de SummerSlam mais à Crown Jewel, ou soit peut-être plus probablement une intervention de AJ Styles qui aura mal pris le spear de Lashley justement, d'autant plus qu'on montrait de la tension justement en fin de match entre les deux, avec ces tags successifs là qu'on a pu voir. Donc du coup, quoi qu'il en soit, Lashley va encore essuyer une défaite ce soir à Raw, probablement. Donc attention quand même au traitement de Lashley, ça va faire beaucoup de défaites d'affilée là. Alors peut-être qu'une draft du côté de SmackDown est à venir pour lui aussi. Goldberg étant part-timer en plus, donc s'ils veulent reprendre la feud, ils pourront la reprendre à SmackDown sans problème. Goldberg il peut se balader d'une brande à l'autre. Donc c'est peut-être ce qui se trame. À la base, je trouvais que c'était quand même une bonne idée d'opener, comme je disais, vu le matériel qu'on avait sur le ring. Et généralement, la WWE sait faire de bons six-man tag. Le match est globalement bon, mais finalement, je ne trouve pas qu'il ait parfaitement joué son rôle d'opener du fait d'un faux rythme quasi permanent durant toute la durée du match. Plusieurs moments creux, notamment le tag. Alors là, lorsque Homo s'est rentré sur le ring, oh là là, c'était creux. Beaucoup de resto à la dernière minute, donc c'est pas impossible que ce match ait été
peu préparé. Donc ouais, quelques imperfections. À un moment donné, Biggie doit normalement capter AJ pour faire dans le coin pour faire son contrer AJ et faire son traditionnel Urinagi. Sauf que là, il part vers l'arrière, le corps vers en arrière, et grâce à la force de Biggie, il arrive quand même à le redresser d'un seul bras pour finalement porter son Urinagi. Donc voilà, ce genre de petites imperfections, voilà, qu'on a vu ici ou là. Donc il y a eu ça, et puis bah, surtout quelque chose qui m'a frappé, des New Day qui ont passé leur temps à faire des siestes les uns après les autres. Tout le monde y a eu droit, sans jamais ou presque être au complet durant le match, quoi. À part au début, on voyait les trois, mais après, il y avait toujours au moins un absent qui était parti en train de faire dodo à l'extérieur, quoi. Et du coup, en voyant ça, vu que j'ai revu le match, je me suis amusé à faire le calcul de voir combien de temps les mecs ont fait dodo, quoi. Donc il y a eu Xavier Woods qui a fait dodo pendant 2 minutes 20, hein, juste parce qu'il avait pris une malheureuse droite de la part de AJ Styles, super. Biggie qui a dormi 3 minutes 40, juste parce que voilà, Lashley l'avait attaqué à l'extérieur, lui avait lui avait balancé contre les escaliers d'acier, 3 minutes 40, et Kofi qui s'est absenté juste parce qu'il avait fait, on va dire, un passage assez long sur le ring, c'est tout, mais il n'y avait pas eu de prise dévastatrice. 4 minutes 30. Alors là, c'est le pompon pour Kofi, 4 minutes 30 de dodo, et donc, lorsqu'on additionne le tout quand même, eh ben, on constate donc qu'on a plus de 10 minutes de dodo, et donc ça représente quand même, hein, donc, sur 18 minutes, ça représente donc plus de la moitié du match à faire dodo. C'est quand même assez impressionnant, hein. Et donc ça m'a quand même quelque peu gêné. Je m'attendais à une fin de match, on va dire qu'il faisait plus live event dans l'esprit, ou même plus weekly-esque, avec plein de finishers dans tous les sens, hein, histoire de finir un peu en feu d'artifice, quoi, en apothéose, comme ils arrivent souvent à le faire. Mais ici, on aura juste opté pour la miscommunication entre les deux heels, hein, entre AJ Styles et Lashley, peut-être pour une feud à venir, hein, sait-on jamais, histoire de protéger notamment Lashley dans la défaite, hein, même si ça commence à faire beaucoup de défaites pour Lashley ces derniers temps, hein, comme je disais tout à l'heure. Pour la note, je vais donner un 3,5 à ce match, donc c'est quand même très correct, mais je suis sûr qu'avec plus de préparation, tu fais ce même match en live event ou en weekly, le match est encore meilleur que ça. Et je pense avec voilà, un peu plus de finisher, d'enchaînement, de rapidité et un peu moins de rest holds. Voilà, il y avait moyen de faire mieux. Mais ça reste un match qui est quand même très correct. Voilà, ça reste un bon match, hein. Il y avait quand même le matériel sur le ring pour faire un bon match. Ils l'ont fait, mais il y avait de la marge pour faire bien mieux que ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire à ce sujet. On va passer directement au match suivant. Les Street Profits contre les Usos pour les titres par équipe de SmackDown. C'est le match que justement j'aurais aimé voir en opener, hein, je l'avais dit d'ailleurs dans ma vidéo pronostic. Bizarre d'ailleurs d'enchaîner le Six-Man Tag avec l'autre match tag de la soirée. Moi personnellement je les aurais espacés, hein, tous les deux. La durée du match, 13 minutes 45. Correct, hein, c'est pas non plus très très long. Victoire finalement des Usos sur un double Uso Splash porté sur Montez-Ford, consécutif à un double super kick qui était porté juste avant par les Usos sur Ford. C'était donc mon pronostic, hein, victoire des Usos, conservation logique, pas de surprise, et puis bon, quelque chose dont je n'étais pas encore au courant lorsque j'ai fait ma vidéo pronostic, c'est que Reigns a affronté Montez-Ford dans main event, hein, dans un match qui était vraiment très 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 intéressant, qui était vraiment pas mal, Dawkins étant absent, et victoire évidemment de Reigns sur Ford, hein, qui avait contré un splash spectaculaire, hein, From the Heavens de Ford, en groupant les genoux et en portant directement une guillotine. Du coup, Ford avait tapé, et puis derrière, il s'était pris de multiples coups de chaise de la part de Reigns, et même un Urinagi sur la table, sur une table à l'extérieur qui s'est détruite avec l'aide des Usos aussi, hein. Donc on avait un Ford diminué, et on l'a vu tout de suite en début de match puisqu'il arborait un gros strap au niveau des côtes. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas savoir avant le j'ai fait mes pronostics, hein. Donc ça aussi c'était un élément intéressant de storytelling, et malheureusement bah, pour le suspense c'était un peu mort. Dès que j'ai vu ça, ce gros strap là dès le début du match, bah, je me suis dit bon bah ok, on a déjà trouvé l'excuse, la protection parfaite de Ford dans la défaite. Donc je me suis dit ils vont perdre et c'est Ford qui va prendre le pin, et c'est effectivement ce qui est arrivé. En ce qui concerne l'évaluation du match, hein, le match est vraiment de bonne qualité, j'ai trouvé. Il correspondait à ce que j'en attendais, et je maintiens ce que je disais donc lors de ma vidéo prono. Je l'aurais mis personnellement en opener. Le match est assez enlevé, bien construit, avec donc ce travail intelligent des Usos sur les côtes de Ford, dont la blessure donc aura constitué le fil rouge de ce match. Le selling aux côtes de Ford, bon,
Il est d'ailleurs pas toujours au rendez-vous, hein, c'est un peu quand il veut, hein, c'est approximatif, mais on va dire que dans l'intention ça passait. Bon passage du match que j'ai vraiment bien aimé, c'est lorsque Ford fait son From the Heavens, donc son gros splash sur l'un des Usos, comme il a trop mal aux côtes en fait, du coup il prend du retard pour couvrir son adversaire. Donc du coup c'est un pin à retardement. Donc je savais qu'on allait avoir quelque chose de qualitatif. Et donc je lui donne un 3,75. Donc c'est une très bonne note. On verra si les Street Profits partent à Raw ou non. Hein, c'est mon avis en tout cas. Et comme je le disais dans ma vidéo prono, je verrais bien les Viking Raiders notamment passer du côté de SmackDown pour feuder avec les Usos. Voilà, ce serait une chose qui aurait le mérite d'être fraîche, et c'est aussi à ça que doit servir la draft, hein, c'est de proposer de nouvelles affiches. Donc pour moi, un Viking Raiders Uso, j'achète 100 fois. La Bloodline aussi qui reste donc parée d'or, voilà, c'était ce que je voulais, et c'est tant mieux comme ça paraissait aussi logique. Allez, on va passer tout de suite au match suivant. Charlotte Flair qui défendait son titre féminin d'Euro contre Alexa Bliss. Je l'avais pas dit dans ma vidéo prono, j'avais oublié de le dire, mais Bliss évolue à domicile, hein, puisqu'elle est effectivement née à Columbus, dans l'Ohio, hein, donc c'est là qu'avait lieu le pay-per-view. Donc plutôt un bon accueil du coup lors de son entrée, et un bon soutien pour elle, même si son personnage malheureusement fait que l'annonceur, hein, lorsqu'il a présenté les deux catcheuses en début de match, l'annonceur ne pouvait pas dire qu'elle venait de Columbus, Ohio. Il a tout de suite dit Alexa Bliss. Voilà, donc c'est un peu dommage, sinon ça aurait fait un peu plus de pop. Tant pis, hein, c'est dommage. Le match aura duré 11 minutes 26. Voilà, c'était pas ouf hein, comme durée finalement. Et Charlotte Flair s'impose et va conserver son titre. Alors, comment ça s'est passé? En fait, Flair va à un moment donné dans le coin, elle vient s'emparer de la poupée Lily, hein, qui était posée près du poteau, hein, donc on se doutait qu'elle allait servir à quelque chose, hein, vu qu'elle était vraiment très très bien exposée près du poteau. Et lorsque Flair vient s'emparer de Lily, Bliss voit ça, elle est un peu inquiète, hein, un peu comme si Flair est en train de toucher, on va dire, à sa propre fille. Flair alors balance Lily en direction de Bliss et lui porte un big boot au visage, suivi d'une projection contre le poteau et d'un natural selection pour la victoire. Donc victoire logique hein, de Charlotte, hein, que j'avais aussi pronostiqué, hein, même si il y avait aussi quelques arguments hein, en faveur d'une victoire de Bliss, hein, dont je vous avais parlé dans ma vidéo prono, hein, il y avait du pour et du contre, mais pour moi il y avait quand même une grande tentation pour faire un Becky contre Flair au Survivor Series, et cette tentation pour moi me semble au-dessus de toute autre considération. Voilà, et donc je pense que c'est vers ça qu'on se dirige. Hein. Le match est globalement assez correct. J'étais curieux de voir justement ce que ça allait donner. Hein. J'avais une petite curiosité pour ce match. Flair domine un peu trop le match quand même dans l'ensemble, je trouve. C'est dommage, et c'est même assez récurrent avec elle. Mon moment préféré, je dirais que c'est au moment où Bliss les moments où Bliss a eu le plus d'offense, hein, en contrant un moonsault de Flair avec ses jambes en l'air là, suivi d'un magnifique code red, hein, comme elle sait si bien les faire, puis son DDT un peu plus tard qu'elle porte, mais malheureusement trop près des cordes pour inquiéter Flair. La fin est quelque peu décevante, hein, je trouve. Je pense qu'il y avait mieux à faire que seulement voilà, balancer Lily à la figure de Bliss avant qu'elle ne prenne l'assaut final de Flair. Même s'il paraissait clair que Lily aurait un rôle à jouer dans le storytelling du match. Mais je pense que, niveau créatif, je pense qu'il y avait quand même mieux à faire. Je pense qu'il y avait d'autres idées à proposer que juste faire ça, quoi. C'était quand même pas terrible. Pas de Charlie aussi à souligner. Hein. Je pensais qu'on la reverrait, hein, même si elle a été purement et simplement déchiquetée hein, par Flair lors du dernier Raw. Bliss est définitivement humaine, hein, elle a mis aussi le surnaturel au vestiaire, et ça c'est bien mieux ainsi, hein, on l'a encore vu dans ce match. Elle arrive encore à proposer de bonnes choses in ring, hein, on avait un peu tendance à oublier ça, sans non plus, voilà, c'est pas non plus sans être un monstre de work rate hein, du niveau des For Horsewomen, hein, mais ça reste quand même très correct, mais c'est sans doute je pense le meilleur match de Bliss depuis bien longtemps, hein, ce qui n'est quand même pas dur. En même temps, vu le peu de matchs qu'elle a fait ces derniers mois. Hein. Je vais donner un 3,25, un 3 étoiles 25 à ce match. Ça reste donc une note très correcte, même si c'est pas le meilleur match de Flair, hein, loin s'en faut. Mais voilà, ça aurait pu être vraiment pire.
pire que ça, et c'était plutôt très très décent. Voilà, j'aurais peut-être aimé un petit peu plus d'offense que de la part de Bliss, parce que je trouve que quand elle a de l'offense, elle propose de bonnes choses, de jolis moves, avec pas mal d'athlétisme, on va dire. Et on sait que c'est aussi une gymnaste à la base, donc elle fait aussi de bons flips. Donc elle sait faire de belles choses, et ça aurait mérité d'être davantage développé dans ce match. Maintenant, on va parler du post-match, hein, qui est quand même qui était aussi un moment important du match, hein, et même peut-être même plus important que le match lui-même. C'est que Flair, déjà elle balance Bliss à l'extérieur. Elle récupère Lily, donc elle commence à la détruire, là, exactement comme elle avait fait avec Charlie. Elle détruit Lily, là, donc il reste plus grand chose de Lily sur le ring. Bliss attaque Flair alors dans le dos, mais Flair prend le dessus en balançant Bliss par-dessus la table des commentateurs. Et là, à ce moment-là, on voit Bliss quand même qui part sous la table, mais qui a l'air de, sans doute, hein, ça c'est mon opinion, va sans doute chercher sa pastille à cet endroit, donc la pastille qu'elle va mettre dans sa bouche par la suite. Flair s'en va ensuite en provoquant le public, et ensuite on voit Bliss qui reprend ses esprits et qui pleure de rage, hein, en voyant la dépouille de Lily sur le ring. Elle récupère les restes et s'en va en s'énervant. Et hélas, donc c'est là qu'on verra qu'elle avait encore sa pastille, sa grosse pastille, son espèce d'aspirine là dans la bouche, et que le résultat espéré n'a pas pu avoir lieu. Ça aurait sans doute dû être de la mousse, hein, qui jaillit de sa bouche, hein, une mousse blanche, voire noire, un truc comme ça, mais je pense plutôt blanche, hein, vu la couleur du cachet qu'elle a pris. Mais en live, hein, j'ai trouvé ce post-match bien trop long, et là encore, là il y a deux postures possibles, quoi. Soit t'es investi dans l'histoire et tu t'es accroché, tu accroches à l'univers de Bliss, et là tu vas aimer, hein, l'ensemble du post-match, ou alors au contraire t'es complètement hermétique à ça, hein, tu considères que t'es pas du tout même la cible de ça, hein, comme moi je le suis, et tu trouveras que tout cela est ridicule, et que ça n'a aucun sens de voir quelqu'un pleurer la mort d'une poupée, alors que en réalité tu peux en un clin d'œil en recommander une autre sur le WWE Shop, hein, pour la modique somme de 29,99 $. J'ai vérifié, oui. J'ai vérifié, 29,99 $. Voilà, donc c'est leur veut une autre, qu'elle aille la commander. Je veux dire, bref, c'est n'importe quoi. Bref, voilà. Donc il y a deux postures possibles. Voilà, et donc choisissez la vôtre. Moi, j'ai rien à reprocher à l'acting, hein, de Bliss, hein, comme je le dis toujours. Hein, pour moi, elle campe son personnage à merveille. Mais malheureusement, moi, je penche plus pour, on va dire, la posture ridicule de la chose, quoi. Maintenant, à quoi tout cela va mener? C'est ça qu'on a envie de se poser comme question. Moi, j'ai eu l'impression que la mort de Lily, hein, si on peut appeler ça une mort, pouvait être la parfaite ouverture pour provoquer peut-être un électrochoc chez Alexa Bliss et rompre le sortilège en quelque sorte, et faire revenir l'ancienne Bliss, hein, telle que Flair l'avait teasé, hein, d'ailleurs lors du dernier Raw. Et d'ailleurs en promo, hein, backstage, hein, post-match, Flair aura d'ailleurs salué la performance de Bliss et indiqué justement qu'elle avait eu l'impression justement de retrouver la Bliss d'avant. Donc ça pourrait peut-être aller dans ce sens, même si rien n'est moins sûr. Alors à voir, hein, aussi si la feud va continuer avec Flair, ou si Bliss va partir à SmackDown, hein, peut-être aussi. Ce post-match, en tout cas, a le mérite d'intriguer quand même quant à la suite des opérations. J'espère que Bliss va quand même sortir un jour de son personnage pour revenir à ce qu'elle était avant, parce que là, on va quand même vite faire le tour de la question, même si elle campe très bien ce personnage, hein, comme je le disais et comme je l'ai souvent dit, mais à un moment donné, faut faire attention à ne pas lasser les fans, et à un moment donné, on va vite bloquer, et même si son personnage n'est pas si vieux que ça encore, hein, donc elle a peut-être encore des choses à proposer, mais ça va devenir un peu compliqué. Et puis là, en plus, le creepy devient de plus en plus marginal, donc finalement, quitte à faire, allez jusqu'au bout des choses et puis faites revenir l'ancienne Bliss, quoi, hein, franchement, parce que sinon on va la perdre, et on va vite se lasser. Et puis bon, les poupées, ça va bien 5 minutes, quoi. Mais ce délire là, voilà, faut vraiment être concerné. Et ça, je suis pas sûr qu'on soit très nombreux à l'être. Allez, on va passer maintenant au match suivant. Match comptant pour le championnat des États-Unis dans un triple threat match entre Sheamus, Damien Priest, le champion, et Jeff Hardy. La durée du match, 13 minutes 20. Voilà, pas une folle durée, hein. Victoire finalement de Damien Priest sur un roll-up porté sur Sheamus, après que Sheamus ait porté un Brogue Kick à Hardy, hein, pour l'évacuer. Ça correspondait à mon pronostic, hein, même si l'intégration, comme je vous le disais dans ma vidéo prono, l'intégration de Hardy m'avait quand même fait douter, mais je suis resté sur Priest au final, qui paraissait le choix le plus sage et le plus logique, d'autant qu'il venait
d'autant qu'il venait de prendre le titre à SummerSlam, et qu'il fait un bon champion US hein, jusqu'à maintenant. Et à noter que Priest d'ailleurs gagne le jour de son anniversaire, hein, c'est 39 ans, et également le jour des 40 ans d'Asuka. Voilà, il faut bon anniversaire à tous les deux. Donc c'est donc quand même normal que Priest s'impose pour son anniversaire, hein, quand même, hein, moindre des choses. Le bon respect en tout cas mutuel affiché par Priest envers Hardy à la fin du match, hein, c'était un moment sympa. Sheamus en promo backstage hein, dira qu'il n'en a pas fini et réclame toujours son titre US, donc peut-être qu'on va voir un match entre Sheamus et Priest ce soir, même si Sheamus a pris le pin. C'est ça le problème, quoi. Donc je suis quand même justement surpris, d'une part, que le match se finisse sur un roll-up. Hein, quand on a un match comme ça, très animé, avec beaucoup de spots, etc., finir sur un roll-up, c'est quand même assez feignant. Et puis d'autre part, que Sheamus prenne le pin, hein, justement. Alors du coup, s'ils veulent faire un rematch à Raw, Sheamus prend le pin, donc ça donne moins envie. Et puis il avait déjà perdu contre Priest à SummerSlam en plus. Donc à quoi a servi d'ajouter Hardy dans ce match, si c'est ni pour prendre le pin, ni pour prendre le titre? En fait, ils auraient pu très bien s'en tenir, finalement, au Sheamus versus Priest initial, hein, parce que c'était ça le match initialement, et sans avoir à intégrer Hardy. Donc c'est quoi? C'est juste pour lui donner un cadeau, le remercier? C'est tout? Je vois pas trop, il n'y a pas trop d'explications possibles. Puisque finalement le match finit en plus entre Priest et Sheamus. Donc Hardy ne sert à rien. Et on pouvait d'ailleurs déjà le constater qu'Hardy ne servait à rien. Puisque lors du dernier Raw, je vous l'avais déjà dit, en voyant Sheamus et Priest qui se battaient pendant que Hardy lui était déjà parti en coulisses, et ensuite même à The Bump, on l'a vu cette semaine, où on a eu quoi? On a eu droit à un face-à-face en visio, en webcam, entre Priest et Sheamus. Même pas de Hardy, jamais. La feud c'est Priest Sheamus, point barre. Hardy ne sert à rien. Bref, donc la feud est totalement entre ces deux-là, et Hardy n'a servi à rien, si ce n'est, comme je vous disais, peut-être lui faire un cadeau et faire plaisir au public, voilà, qui aime bien Hardy, hein, voilà. Un autre reproche, un triple threat qui, c'est un triple threat, donc ça indique un no DQ. Et vu que on avait qu'un seul match dans ce pay-per-view qui était à stipulation, on va dire dite extrême, autant au moins essayer de se servir de ce triple threat et donc de cette stipu naturellement no DQ pour utiliser des armes et faire quelques spots spectaculaires, ce qui aurait au moins justifié l'intégration aussi de Hardy. Hein, par exemple, le fameux saut depuis une échelle pour faire une senton bomb sur une table qui s'écroule. Voilà, classique, mais c'est du Hardy. Et là, on comprendrait au moins pourquoi est-ce qu'ils l'ont intégré. Mais même pas. Aucune intégration même aucune utilisation d'armes. Triple threat finalement bien sage par rapport à la stipu. Très très sage. Donc l'évaluation du match, sinon, je l'ai vraiment beaucoup apprécié ce match, vraiment. Hardy, alors bien sûr, il aura été physiquement en dessous des deux autres, hein, toujours autant en difficulté pour se mouvoir, mais Priest et Sheamus ont largement su compenser ça pour dynamiser le match, donc ça posait finalement pas trop de problèmes. Le découpage a été plutôt bien réalisé afin de voir les trois hommes dans toutes les configurations possibles, tantôt en 1 contre 1, tantôt à 3 à la fois. Bien aimé le spot aussi du choc power bomb de Priest, qui l'étrangle Sheamus qui était assis sur la 2e corde, je crois, ou la 3e pour l'écraser au sol. Puis la senton bomb de Hardy là pour briser le pin de Priest. C'était un bel enchaînement. Donc du bon boulot. J'ai donné 3,75 à ce match. C'était un très très bon freeway. Et saluons à nouveau le travail de Sheamus aussi, qui est vraiment sur une année 2021 exceptionnelle. C'est un super travail de heel qu'il a fait, et il m'aura bien fait rire aussi lorsqu'il a imité la danse de Hardy lorsqu'il était sur la 3e corde. Ça aurait pu même être drôle de voir tenter une senton bomb, hein. Mais ça m'avait bien fait rire. Très bon match donc, même si j'aurais aimé que la stipu donc no DQ soit en tant soit peu exploitée, hein, surtout dans un pay-per-view appelé Extreme Rules. Au moins on aurait pu un peu sauver les meubles et utiliser un peu quelques armes. Bref, c'est pas grave. Allez, on va passer maintenant au match suivant. Becky Lynch défendait son titre féminin de SmackDown face à Bianca Belair. Alors dans ma vidéo prono, hein, j'évoquais le mieux au niveau du heel turn de Becky, hein, au niveau du fait que le public, on va dire,
était un peu plus justement à la huée, mais même si c'était pas, voilà, c'était pas encore le total heel turn, hein, on sait très bien que elle reste très populaire, Becky, et bien justement, au vu du dernier SmackDown et de ce pay-per-view, on peut dire que c'est encore loin d'être gagné, hein, finalement, pour le heel turn de Becky. Je vais trouver que c'était un peu mieux ces 2 dernières semaines, mais là, on voit qu'il y a, elle peut faire ce qu'elle veut, Becky, mais elle reste vraiment très populaire, même en heel, et du coup, le public soutenait certes Belair, mais pas autant qu'il aurait dû. Et c'est bien ça le problème. Et d'ailleurs, durant une bonne partie du match, on a entendu quoi? Des chants. Let's go Becky, EST. Let's go Becky, EST. Voilà. Donc c'était quand même assez partagé. Donc il y avait quand même du soutien pour Becky. Voilà. Et ça va être difficile de sortir de ça. Hein. Lorsque le public ne veut pas d'un heel turn, et ben il le montre. Hein. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. En plus, elle l'avait déjà tenté, ce Will Turn, hein, donc, avec lorsqu'elle avait tabassé Charlotte, hein, et le public avait fait yes, 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 et il avait popé comme des malades. Donc déjà, il voulait pas de Heel Turn de Becky. Bref, finalement, ça va être un peu compliqué pour réussir son putain de Heel Turn qu'elle veut vraiment faire. Hein. Elle a vraiment envie de le faire, mais c'est compliqué. La durée du match, 17 minutes 27, donc on leur a laissé pas mal de temps, et au final, et ben qu'est-ce qui s'est passé? Sasha Banks fait son retour et attaque Belair alors qu'elle s'apprêtait à porter son KOD sur Becky Lynch. Belair donc s'impose mais par disqualification. Banks continue son assaut sur Belair dans le coin. Becky regarde ça alors en tendant un pouce vers le haut, hein, un peu comme pour remercier Banks hein, d'avoir fait ça. Sauf que Banks finalement décide de s'attaquer aussi à Becky à son tour. Belair revient aussi derrière, mais se prend un backstabber de la part de Banks. Et Becky se prendra également un backstabber de la part de Banks, donc les deux. Donc c'est Banks qui ressort forte de ce post-match. Banks qui partira ensuite. Hein. Un post-match qui semble annoncer un triple threat, hein, logiquement, mais probablement à SmackDown, puisque si le Queen's Crown Tournament est confirmé et que la finale a bien lieu à Crown Jewel, ce qui a priori va du coup verrouiller le match féminin, le quota d'un seul match féminin en Arabie Saoudite, donc, hein. Donc pour les audiences, annoncer un triple threat à SmackDown sera de toute façon sûrement un très beau coup. Donc je pense que si ils font un triple threat, ça risque d'être à SmackDown. Donc parce que sinon, Crown Jewel, ça paraît impossible. Et puis après, c'est Survivor Series, donc il n'y aura pas de défense de titre non plus. Quant au match en lui-même, j'ai vraiment été rassuré par Becky Lynch et sa condition physique, hein, quand même après 1 an et demi sans catcher. Elle a vraiment bien tenu la distance, j'ai trouvé, dans un match quand même de 17 minutes 27. Et elle a même donné l'impression qu'elle avait pratiquement pas perdu la main, quoi. J'ai trouvé bien. J'ai aussi été plutôt rassuré par la performance de Bianca Belair, qui arrive aussi à offrir une belle perf hein, de haut niveau, digne même de celle de WrestleMania 37 hein, face à Banks. Le match est bien enlevé, hein, bien construit. Ça se rend coup pour coup et on attend de voir avec impatience comment ça va se finir quoi. Donc malheureusement, cette fin de match m'a fait penser en quelque sorte, m'a fait penser en tout cas à faire un parallèle avec ce qui s'était passé à Extreme Rules justement, mais de l'année dernière, avec un match entre Banks et Asuka qui était vraiment super bon, qui était même l'un des meilleurs matchs de 2020, hein, ça c'était mon avis personnel, mais malheureusement gâché par une fin, une incroyable fin avec Bayley qui était venu prendre le maillot de l'arbitre hein, pour faire gagner Banks quoi. Une fin vraiment très très décevante alors que c'était un très bon match jusqu'à maintenant. C'est ça qui était frustrant. Et je ressors un peu de ce match donc d'hier soir avec un peu le même sentiment, hein, l'impression d'avoir vu un match de haut niveau mais avec une fin vraiment vraiment décevante quoi. Et encore feignante et encore une fois là on utilise la facilité. Et on n'a pas d'originalité, on cherche pas à créer quelque chose pour éventuellement pour protéger Belair, parce que on est d'accord, fallait protéger Belair, mais est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire, franchement. Dans ma vidéo pronostic d'ailleurs, j'avais bien sûr donné la victoire à Becky, mais car je voyais pas de changement de titre, donc il n'y a pas eu de changement de titre, hein, bien sûr, mais je voyais quand même Belair perdre de façon protégée à la base, hein, ce qui était pour moi le mieux à faire. Mais ils auront juste opté donc pour la fin qui protège avec ce DQ. J'étais pas persuadé qu'on verrait Banks d'ailleurs dans ce pay-per-view. Hein. J'avais d'ailleurs oublié de l'évoquer dans ma vidéo prono. Mais ce qui me gêne surtout, c'est que petit à petit, c'est que Belair rentre dans le rang, hein, c'est ce que je crains, et qu'une nouvelle fois, les Four Horsewomen se taillent la part du lion hein, en mettant Belair sur le bas-côté, car elle fait pas encore partie
de cette caste privilégiée des Force Women. Voilà, c'est la vérité. Et si le triple threat se confirme, entre les 3 femmes, j'ai déjà peur que Belair ne prenne le pin, histoire de protéger Banks dans la défaite, afin que Becky conserve aussi son titre, et prépare ensuite, plus tard, son match face à Charlotte Flair au Survivor Series, qui me semble très bien parti. Ça, on verra. À ce moment-là, si Belair perd, si elle se triple threat et que Belair perd, elle va peut-être y aller du côté de Raw. Donc s'ils font le match dès vendredi prochain, parce que du coup la draft c'est là, donc il faudrait faire le triple threat directement là, et c'est possible, puisqu'il y a eu un DQ, donc peut-être qu'ils vont faire directement le rematch à SmackDown. Donc c'est ce que j'avais dit d'ailleurs dans ma vidéo prono, j'avais évoqué la possibilité qu'ils fassent une fin pas clean pour avoir directement le rematch à SmackDown. Donc là ce serait peut-être même pas un rematch, ce serait peut-être même directement un triple threat en ajoutant Banks. Donc on verra si Belair va du côté de Raw, notamment pour feuder avec Charlotte Flair par la suite. C'est quelque chose que auquel j'avais pensé dans ma vidéo prono. C'est tout à fait envisageable. Bref, une fin vraiment frustrante, je trouvais, pour un très bon match. Voilà un peu comment résumer ce match. Mais avec deux maintenant des Force Women désormais maintenant en place, donc Becky et Banks, j'ai vraiment très peur pour Belair qui va devoir sérieusement cravacher pour venir se faire une place parmi ce carré d'as qui est constitué peut-être le 5e visage féminin de cette compagnie. Et ce sera d'ailleurs un peu le même problème, le même challenge pour Rhea Ripley. Quant à la note du match, je vais quand même donner un 4 étoiles. C'est donc une très bonne note qui serait sans doute montée à 4,25 avec une meilleure fin, une tricherie quelconque de Becky ou toute autre fin protectrice pour Belair sans avoir à utiliser la facile ficelle du DQ, quoi. Voilà. Alors j'ai vu des gens, alors pour le coup je suis pas d'accord, des gens dire oh vous faites un DQ alors qu'on est dans le pay-per-view Extreme Rules. Je suis désolé, mais certes c'est le pay-per-view Extreme Rules, mais jusqu'à preuve du contraire, ce match était un match simple, sans stipulation. Donc le DQ, malheureusement, qu'on le veuille ou non, il était valable. Enfin, ils pouvaient faire un DQ. C'est comme ça. Ils ont pas fait de stipu, et on s'expose à un DQ. C'est comme ça. Et ça pourrait être un pay-per-view Extreme Rules. Ça ne veut pas forcément dire déjà que tous les matchs seront à stipulation extrême. Et voilà. Et donc, ils pouvaient donc faire un match normal et donc faire un DQ. Donc, je comprends pas trop les gens qui ont dit ça, quoi. Voilà. C'est pour la parenthèse. Et que Sasha Banks s'en prenne aux deux femmes, en soi, c'est normal puisque elle a jamais pu affronter Belair à SummerSlam et que Becky lui a pris sa place en quelque sorte. Donc ça paraît normal qu'elle s'attaque aux deux, mais donc comme je le disais, j'ai surtout peur du dépouche progressif de Belair qui serait cruel en soi, surtout après ce qui s'est passé déjà à SummerSlam, qui était très honteux. Peut-être un traitement d'ailleurs à la McIntyre pour Belair, histoire de peut-être de ne pas trop agacer le public et ne trop les lasser, pour qu'ensuite Belair revienne plus forte ensuite, et fasse un gros retour. Voilà, c'est tout le mal en tout cas qu'on peut lui souhaiter. Allez, on va passer directement au main event, qui était sans surprise le Roman Reigns, qui défendait son Blue Universal Championship face à Damon Balor. Le match aura duré 19 minutes 42, donc c'est drôle, je vous le disais dans ma vidéo prono, Reigns en général, il fait ses main events, il fait des longs matchs, il fait ses matchs de 20 minutes, voilà. Match de 20 minutes, 19 minutes 42, voilà, et en main event. Bref, voilà, pas de surprise à ce niveau-là. On va parler directement du finish, je pense qui va beaucoup faire parler, je pense. Les Usos interviennent, voilà, pour briser un pin de Balor sur Reigns, alors que Balor venait de porter un coup de grâce. Donc il le tire du ring, il le tire à l'extérieur. Donc ils sont prêts à 2 contre 1 sur Balor. Mais Balor réagit quand même et se débarrasse de Jimmy, voilà, en lui faisant une espèce de guillotine sur la barricade, suivi de Jey Uso. Donc il s'en prend à Jey Uso, qu'il balance sur la table des commentateurs, qui s'écroule. Mais Reigns arrive derrière, lancé pour un gros spear sur Balor contre la barricade qui s'écroule. Donc là c'est un peu le moment holy shit, voilà, le chaos total. Mais soudain, la lumière rouge apparaît par intermittence et on entend les battements de cœur du thème de Balor. Et là à ce moment-là on voit que le Balor a des soubresauts là qui accompagnent les battements de cœur donc qu'on entend. Et à chaque battement, donc voilà. Et Balor se relève alors comme si de rien n'était. Voilà, une espèce de gros nocelle. Et là, Balor vient de se transformer en Super Saiyan 8. La lumière devient rouge. De façon fixe, comme si on était en plein match du Fiend, c'est exactement la même chose. Balor alors attaque Reigns là, à coups de chaise, multiples coups de chaise, et lui porte un dropkick, son fameux shotgun dropkick, et Reigns part à l'envers et atterrit sur la table sur une table qui était déjà disposée par les Usos, et la table s'écroule.
La musique de Balor alors retentit. Ça devient un gros vacarme, un gros bordel. On a le match et en même temps on a la musique de Balor. C'est très très désagréable à l'oreille. Un bordel assourdissant. Balor ramène Reigns alors dans le ring. Il y a plein de fumée là. On n'y voit pas grand chose. On voit Balor qui monte alors sur la troisième corde pour un nouveau coup de grâce. Il monte là. Il attend. Et là, poum, la corde cède. La musique s'arrête. La lumière rouge disparaît. C'est la stupeur. Balor se casse véritablement la gueule. Il se tient à la cuisse gauche. Reigns arrive derrière. Porte un spear à Balor. 1, 2, 3. Victoire de Reigns, qui conserve sans surprise, finalement, son titre universel. Donc voilà, ça, c'était mon pronostic. Et je pense que tout le monde l'avait dit. Voilà. Le public est autant subjugué que moi. Reigns ne comprend pas lui-même. Il regarde même vers le ciel, en pointant d'ailleurs le ciel du doigt, hein, un peu comme si c'était pour dire, mais c'est Dieu là qui vient d'intervenir? Dieu vient de faire un heel turn? Sous nos yeux ébahis? Et là, j'ai hurlé de rire. J'ai hurlé de rire sur cette fin de match. C'était quoi ce finish de merde, quoi? C'était quoi ce finish de merde? J'ai vraiment détesté au plus haut point. Mais trouvez-moi une explication sensée après tout ça, quoi. Honnêtement. J'en attends aucune. Aucune au prochain SmackDown. Puisque Lesnar, on le sait, s'annonce déjà pour Crown Jewel face à Reigns. Le match avait déjà été officialisé. Donc maintenant, on sait que ça va être pour le titre universel. On s'en doutait, il l'avait dit, Lesnar. Moi, je veux le titre universel. Il l'a dit à Heyman. Donc on savait que ce serait pour le titre. Alors pourquoi se faire chier à nous donner des explications qu'on va pas avoir à SmackDown? Il n'y en aura pas. Balor a glissé sur une peau de banane, et tant pis pour lui. Voilà. Point barre. Basta. Voilà. Et le super-héros invincible qui se casse la gueule ainsi, mais c'est tellement incroyable de ridicule que j'en ai ri à ne plus pouvoir m'arrêter, quoi. J'ai hurlé de rire. Même Dragon Ball Super, hein, pour ceux qui suivent, n'aurait pas osé, hein, et Dieu sait qu'en ce moment, en termes de scénario, à chier et d'enterrement des personnages, il se pose là également. Hein. Franchement, c'était nul à chier. Vraiment. Vraiment, mais quel dommage de faire un tel finish, alors que t'avais plein d'autres façons meilleures que celle-ci de protéger le démon dans la défaite, parce qu'on savait qu'il allait perdre, tout le monde le savait qu'il allait perdre, et qu'il fallait de toute façon le protéger, hein, vu la gimmick, et qu'il était annoncé comme invaincu. Alors c'est ça qui est drôle, Michael Cole qui disait « Oh bah alors, le démon est invaincu à la VVE. » Ah bon? Ah ouais? Et NXT c'est quoi alors? Donc nouvelle confirmation, NXT c'est pas la VVE. NXT n'existe pas, donc Samoa Joe n'a jamais battu le démon dans un Steel Cage match sur un Muscle Buster. Jamais de la vie. Voilà. Et ça sera au prochain Botchamania. Ça, je peux vous le dire. Mais il y avait tellement de façons de protéger le démon dans la défaite. Il y en avait plein. Ils ont fait un 3 contre 1 là. Il y avait justement les Usos, Reigns là. Il y avait une intervention 3 contre 1 qui était prévisible. Je vous en avais parlé dans ma vidéo prono. Ils auraient pu continuer à détruire Balor comme ça. Voilà, et vraiment le détruire, utiliser les armes pour vraiment le tabasser avec les kendo-sticks, peut-être même ses propres kendo-sticks. Là, il avait fait un espèce de... Il avait déjà préparé 4 kendo-sticks complètement enroulés avec ses peintures noires, rouges et blanches. Voilà. Il avait déjà préparé un gros annoncement de kendo-sticks. Il aurait pu se faire tabasser avec ça, avec des chaises. Leur foutre contre une table, des poubelles, j'en sais rien. Il y a Lesnar éventuellement qui pouvait distraire, intervenir, foutre le bordel. Il y avait plein de choses possibles à faire. Mais faire ça à une gimmick qui est présentée comme invaincue donc à la VVE, même si c'est faux, mais c'est pas grave. Mais présenter faire ça à une gimmick donc présentée comme invaincue à la VVE. Mais quel fainéantise crasse, quoi. Quel fainéantise crasse. Forcément, on pense. Alors, c'est pas pareil, mais il y a un petit côté Hell in a Cell 2019 en termes de fin de pay-per-view, claqué au sol, et les gens qui réagissent, qui comprennent pas, la stupeur et compagnie. Voilà, ça ressemble un peu à ça dans l'esprit. Et je pense vraiment que la fin d'Extreme Rules 2021 entrera également au panthéon des fins de pay-per-view de la VVE les plus nulles qu'on a jamais vues. Vraiment. Vraiment, celle-là, elle est mémorable aussi. Hein. Je pense que c'est un cran en dessous, quand même, du Hell in a Cell 2019, qui là, je pense, c'est le must du must. Mais alors, celle-là, elle est quand même pas mal. Hein. Elle est pas mal. Hein. Et c'est quand même... Mais c'est tellement dommage, parce que lorsque on passe à l'évaluation du match, j'ai vraiment vu un bon match dans l'ensemble. Avec une stipu Extreme Rules qui est plutôt bien respectée. Voilà, on utilise des armes.
un petit tour même hors du ring, hein, une petite promenade, au niveau de la table même du panel, hein, du kick-off, histoire de faire un petit spot sympa, voilà, avec le dive là de Balor là sur Reigns qui sur une table là, comme ça qui est disposée. Bon, c'est un peu facile, mais bon, c'est pas grave. Puis avec du coup Eman qui avait préparé le petit masque hein, quand même pour Reigns hein, lorsqu'il s'est baladé dans le public, hein, parce que bon. Reigns sort d'une leucémie, hein, donc il faut quand même faire attention, et ça, c'est normal. On a quand même donné pas mal d'offenses à Balor, je trouve, hein, ce qui est une bonne chose. J'ai bien aimé le passage où il se dégage tout en faisant un low blow, hein, Balor, sur le spear de Reigns. Hein, c'était drôle de voir la tête de Reigns. Hein, c'est un peu évidemment comme une réponse à ce que Reigns lui avait déjà fait lors de leur match précédent, hein, lorsqu'il s'était affronté à SmackDown avec un Balor normal, on va dire. Et puis Reigns avait déjà fait ça, hein, les kick-off, les kick-out low blow. Hein. C'est toujours assez drôle. Il y a eu de l'action donc. Les Usos qui interviennent, c'est pas trop une surprise. Ce qui permet à Reigns de se reposer un peu, hein, c'est aussi ça l'idée. Mais comme je l'avais dit, je l'avais anticipé dans ma vidéo prono, si tu mets les Usos plus tard dans le match, sur le principe, qu'est-ce qui empêchait les Usos de démarrer le match pour avoir un espèce de 3-on-1 handicap match dès le début, vu que c'est un Extreme Rules match. Tu peux faire ce que tu veux en fait. Donc pourquoi pas être venu tout de suite en fait pour les Usos? Donc c'est toujours les mêmes questions qu'on se pose, hein, mais c'est vrai que c'est toujours pareil. Et pourquoi pas aussi les Street Profits alors? Pourquoi est-ce qu'ils sont pas venus pour chasser les Usos aussi? Ça avait du sens. Là aussi, voilà, donc on pouvait se poser cette question. Donc j'ai vu un bon match quand même dans l'ensemble, qui mérite un bon 4 étoiles, mais que je vais pénaliser de 0,25 points à cause de cette très mauvaise fin, ridicule, très comique. Je sais que certains vont pas trouver ça drôle, mais moi j'ai trouvé ça drôle. Et malheureusement, c'est l'effet que ça a produit chez moi. C'est comme si on allait dans un train fantôme ou qu'on regardait un film d'horreur et qu'on passait son temps à rigoler. C'est pas l'effet cherché, et bah oui, mais ça peut arriver. On peut rigoler sur des films d'horreur, par exemple. Et ben moi j'ai rigolé en voyant ça. C'était pourtant un match très sérieux. C'était un match pour le titre universel dans le main event. Et c'était un moment, on va dire, un moment important du match. Mais cette peau de banane, je suis désolé, j'ai explosé de rire. Et voilà. Et pour moi, ça a niqué l'effet. Et pour moi, tout était foutu. La fin est complètement ratée. Et ça fait vraiment pas honneur au démon, quoi. De faire perdre le démon comme ça. Mais qu'est-ce que c'est nul! Qu'est-ce que c'est nul! Et donc, je pénalise le match de 0,25 points. J'avais donné 4. Eh bien, au final, je vais lui donner quand même un très solide 3,75. C'est quand même une très bonne note. J'ai vu d'ailleurs à l'heure actuelle sur Cage Match le match a été vraiment saqué. On est sur 5,5 à peu près sur 10. Ce qui fait un petit 2,75. Ce qui est famélique. Donc on voit très bien que le match a été lourdement pénalisé par sa fin. Pour sa fin uniquement. Parce que le match en soi, il est bon le match. Mais je suis évidemment persuadé que c'est la fin qui a fait que le match a été saqué comme ça. Parce que évidemment ce match ne vaut pas un 2,75-3. Il vaut bien plus que ça. Moi je donne 3,75. Pour moi c'est largement mérité. Mais cette fin, évidemment qu'elle est énervante, frustrante. Et on peut pas... on pouvait tellement faire mieux, il y avait tellement d'autres choses à faire. C'est pas possible qu'on reste toujours là-dessus, sur des ficelles, les mêmes ficelles, pas de créativité, pas d'imagination, on se repose sur ses lauriers, et là on fait ça, quoi. Mais c'est nul, ça c'est vraiment nul. Et c'est assez décevant donc, car ça avait le potentiel pour figurer ce match parmi les tout meilleurs de 2021. Mais cette fin pétée va venir écraser malheureusement tout le reste. C'est ça, et les gens vont tous se souvenir de ce match comme étant le match où le démon a subi sa première défaite dans le main roster en se cassant la gueule. Voilà. Et peut-être sur un heel turn de Dieu. Ou à moins que ce soit Michael Nakazawa qui a aussi peut-être saboté la troisième corde. Hein. Pour ceux qui suivent la WWE, vous comprendrez la référence. Hein. Quand j'ai vu la lumière rouge aussi à la fin, j'ai tout de suite pensé évidemment j'ai tout de suite pensé au Fiend et j'ai eu l'impression même que peut-être que le démon était devenu le nouveau Fiend. C'est peut-être pour ça du coup qu'ils l'ont dégagé le Wyatt. C'est bon, on a trouvé notre Fiend, on a trouvé notre remplaçant. Mais si c'est ça, si le démon est appelé à devenir le nouveau Fiend, on va encore se retrouver avec les mêmes obstacles et les mêmes travers. Lorsqu'il faudra booker une défaite du démon, comment s'en sortir? Comment le protéger sans l'enterrer non plus? C'est ça encore le même problème à chaque fois. Sauf que là, on a vu ce qui s'est passé avec le Fiend. Et vu ce qui vient d'arriver hier avec le démon,
je suis déjà au regret de constater que j'ai déjà plus envie de prendre ce personnage au sérieux, qui s'est véritablement affiché devant le monde entier avec cette terrible chute, comme si un mec de 86 kilos, hein, j'ai vérifié, hein, 86 kilos, pouvait faire sauter une corde rien qu'en se tenant debout dessus, quoi. Prenez-moi pour un con. Prenez-moi pour un con. Je veux dire, Sheamus, il est monté sur la troisième corde aussi, plutôt dans le show. Il pèse pas 86 kilos, hein, je peux vous le dire. Bref, arrêtons avec la cohérence des choses, quoi. Bref, on va passer maintenant au bilan. Le bilan de ce pay-per-view. Hélas, à chaque fois qu'une fin de pay-per-view est décevante, comme celle-ci, l'opinion des gens sur le pay-per-view va forcément s'en ressentir. Exemple le plus frappant, Révolution, si vous l'avez vu, pour la All Elite en début d'année. Le fameux pétard mouillé. Tout le monde a parlé de ça. Tout le monde a parlé de ça, s'est moqué de ce pétard mouillé qui effectivement était ridicule, sauf que du coup, on en oubliait que finalement, le show en lui-même était vraiment plutôt pas mal. Il était plutôt solide ce pay-per-view. Mais, il faut, on le dit souvent, dans les pay-per-view de catch, il faut savoir réussir sa sortie de scène. Et une sortie de scène ratée, eh ben, ça tire tout un pay-per-view vers le bas. C'est terrible, c'est triste à dire, c'est cruel, c'est injuste, mais c'est comme ça. Et ça va être encore la même chose pour Extreme Rules, avec cette traditionnelle réaction facile que de beaucoup de gens qui vont dire « Fin de pay-per-view de merde, pay-per-view de merde ». Voilà. Et pareil à l'inverse. Très bonne fin de pay-per-view, super pay-per-view. Un peu d'ailleurs ce qui s'est passé à All Out. Ça, c'est mon avis personnel. Une très bonne fin de pay-per-view. Et les gens ont mis des notes incroyables. Pay-per-view exceptionnel parce qu'il y a eu une super fin marquante. Alors que pour moi, dans le contenu, pay-per-view n'était pas si parfait que ça. Ça, c'est qu'un avis personnel. Fin de la parenthèse. Mais moi, lorsque je regarde ce pay-per-view, dans l'ensemble, Extreme Rules, j'ai vu un assez bon pay-per-view. Avec que des matchs solides. Sans exception aucune, en excluant le kick-off, bien sûr. Hein. Mais les matchs, ils sont tous vraiment solides. Mais le problème, c'est que les deux matchs principaux, hein, les deux derniers donc, le Becky Belair et le Balor Reigns, se sont finis de façon ultra décevante, feignante au possible au niveau des bookings, et c'est ça qui va, hélas, en ressortir. Là, Banks est de retour, voilà, mais va-t-on finalement se souvenir que de ce qu'on a vu juste avant, que c'était un très bon match jusqu'à ce que Banks arrive? Pas sûr. La fin du Triple Threat aussi d'ailleurs pour le titre US est quelque peu décevante avec ce roll-up. Et la fin de Bliss Flair avec la poupée est également assez faiblarde au niveau créatif. Pareil, vous pouvez trouver aussi des choses à dire. Et même le Six-Man, j'aurais pas fait le pin sur Lashley. Pareil, je l'aurais fait sur AJ. Encore une fois. Ajoutez à cela le peu de hype pour ce pay-per-view et le côté extrêmement filler qu'il revêtait, avec aucune surprise au niveau des résultats, hein, il faut le dire, j'ai fait un 100% de bon pronostic, hein, et je pense que je suis pas le seul à avoir fait 100%. Et donc ça, plus le fait que ce soit, et c'est peut-être même la pire des choses à souligner, le fait qu'aucun autre match à stipulation extrême n'ait été ajouté. Au final, on s'est retrouvé avec seulement un seul match, un seul match extrême dans toute la carte, au niveau stipulation. Je ne compte pas le triple threat, parce que pour moi le triple threat n'est pas un match extrême. C'est une combinaison de matchs, mais qui peut. C'est un match no DQ, certes, mais on nous le dit pas. C'est pas considéré comme un match extrême en soi. Voilà. Donc pour moi c'est pas une stipulation un triple threat. Donc c'est pas pareil. Le vrai match à stipulation qu'on a eu là, c'est l'Extreme Rules match. Et c'est quelque chose que j'ai jamais vu à la VVE, de faire un pay-per-view à thème comme ça, sans le respecter. On ne se fait pas chier, on met un petit match Extreme Rules, en plus qu'il n'y avait pas de justification particulière dans la feud entre Reigns et Balor. Hein. Extreme Rules, on sait pas pourquoi. Ils auraient pu mettre n'importe quelle autre stipulation extrême. Ça aurait été pareil, hein, on sait pas pourquoi. Et c'était donc le seul match qui a été annoncé donc avec cette stipulation, avec une stipulation extrême. Aucun autre match. Au moins, l'année dernière, alors, on était peut-être à huis clos, mais au moins, il y avait plusieurs matchs à stipulation. Voilà, ils avaient fait un tables match, ils avaient fait le fameux eye for an eye match. Il y avait même le Ziggler qui avait un Extreme Rules match uniquement pour lui, hein, face à Drew McIntyre. Le Swamp Fight, bon, très particulier, voilà, le match des marécages. Mais ils avaient fait au moins un effort.
voilà, on avait des stipulations extrêmes, puis bon, c'était un show, le show de l'horreur, voilà, il y avait une vraie thématique. Là, il y a rien, c'est plat, aucune imagination, la flemme totale. Il n'avait pas envie de le faire, ce pay-per-view. C'est ça, malheureusement, le problème. Et donc, moi, dans ma notation finale de ce pay-per-view, je suis obligé de sanctionner le pay-per-view dans cette note en lui retirant, un peu comme justement le main event, je lui ai retiré 0,25 points. Pareil, parce que niveau qualité des matchs, lorsque je regarde le pay-per-view dans l'ensemble, j'ai mis un 3,5 à ce pay-per-view. C'était bien comme note. 3,5, c'était même une note presque inespérée. Et ce qui était drôle, c'est que dans ma vidéo prono, j'avais d'ailleurs dit un peu comme ça, un peu au hasard, en me disant, bon bah s'ils font un pay-per-view 3,5, enfin c'est un pay-per-view qui pourrait très bien être un pay-per-view 3,5 quoi, j'avais dit. Et ils l'ont fait. C'est ça le pire. Ils l'ont fait. C'est un pay-per-view 3,5, mais je suis obligé de le sanctionner d'un malus de 0,25 et je lui donne donc un 3 étoiles 25. Voilà, 3 étoiles 25 pour la note finale de ce pay-per-view, parce que il n'y a aucun respect de la stipulation, on va dire, de la thématique de ce pay-per-view. Ce n'est pas Extreme Rules. Il vous avez jeté Extreme Rules à la poubelle. Voilà, vous l'avez gâché, et c'est vraiment dommage. C'est très frustrant, c'est très dommage de se laisser aller à autant de facilité scénaristique et de manque de créativité lorsqu'il s'agit de finir vos matchs et de protéger les uns et les autres dans la défaite. Il y a tellement d'autres choses à faire et je ne peux pas croire que vous ne soyez pas capable vous la compagnie la plus importante au monde, de nous proposer des choses qui sont différentes, innovantes. Voilà, et c'est ça que je réclame, et ce n'est à nouveau pas ce qu'on a eu dans ce pay-per-view, quoi. Et finalement, cet Extreme Rules 2021, lorsqu'on regarde, il ressemble beaucoup justement au Extreme Rules 2020, au niveau de l'analyse, un très bon pay-per-view au niveau de la qualité in-ring globale des matchs, mais des fins de match ultra décevantes, frustrantes, qui te donnent l'impression qu'il y avait réellement mieux à faire, et c'est ça qui est dommage. Et cette désagréable impression que la VVE avait la flemme de proposer ce pay-per-view en ne mettant qu'un seul match extrême. À ce moment-là, ce que vous pouvez faire, vous annulez Extreme Rules cette année et vous faites un pay-per-view qui n'est même pas à thème à la place. Voilà, vous proposez à nouveau Payback, comme l'année dernière, qui était à peu près d'ailleurs à la même période de l'année, un petit peu plus tôt. No Mercy, Unforgiven, voilà, n'importe quoi d'autre. Vous ressortez des vieux noms de pay-per-view sans mettre de thématique. Voilà, un nom comme ça, un petit nom générique. Et voilà, et vous avez, ça sera largement suffisant. Parce que là, vous avez littéralement foutu Extreme Rules à la poubelle. Et c'est ça qui m'énerve lorsque je regarde la construction de la carte de ce pay-per-view. Et si c'était pas pour des raisons d'audience, et à mon avis c'est ça, le Biggie versus Lashley numéro 2 aurait eu largement sa place dans ce pay-per-view. Sans avoir à booker ce six-man là à l'arrache qui ne servait pas à grand chose. Ça c'est un match de weekly ça. Et c'est pas au pay-per-view, je rappelle, ce n'est pas au pay-per-view de builder les weekly, mais c'est au weekly de builder les pay-per-view. Il faut le rappeler car la VVE a malheureusement souvent eu tendance à oublier ça depuis bien longtemps. C'est ça le problème. Je veux pas que les pay-per-view servent à builder les weekly. Il faut que ce soit l'inverse. Voilà. Et donc trop de flemmardise, trop de laisser aller et pas d'audace. Pay-per-view avec des bons matchs en plus, mais pas d'investissement, pas de surprise. On connaissait déjà les résultats d'avance. Crown Jewel arrive déjà. Survivor Series par la suite. Et surtout la draft qui arrive déjà la semaine prochaine. Donc on a l'impression que de toute façon, il n'allait pas se passer grand chose de nouveau. Pas de changement de titre ou ce genre de choses. Non, 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 non. Au contraire, on ridiculise le démon. C'est super, c'est super. Voilà donc pour cette review d'Extreme Rules. Voilà, j'aurais même pas fait 1 heure, donc c'est quand même pas mal. Je vous remercie de l'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter cette vidéo comme d'habitude. Dites ce que vous voulez, ce que vous avez pensé de cette pay-per-view. Est-ce que vous avez préféré ce pay-per-view à moi, ou est-ce que au contraire vous allez être plus méchant que moi. Moi je pense que j'ai été juste quand je dis 3 à 25. Ça reste quand même un pay-per-view qui est d'une bonne note. Ça va rester mine de rien dans le top 5. À l'heure actuelle, je crois que ça reste dans le top 4, top 5 des meilleurs pay-per-view de l'année, mine de rien. Donc c'est quand même pas mal. Mais tout ce qui est autour, la hype, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de hype, donc ouais, c'était bien les matchs, mais so what, c'est un gros so what en fait. Donc vous savez plus nous investir, donc si vous savez plus nous investir et nous donner la hype, maintenant malheureusement vous avez beau nous proposer un beau match, derrière on n'a pas une réaction qui va avec la hype qui va avec quoi. Donc à ce moment-là, pas de hype égale
pas de hype également, pas de réaction positive après le match. Parce que, ouais, c'était bien comme match. Et, le gros et qui fait mal, là. Et voilà. Bref, voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, c'est très important, et surtout à liker hein, pour me soutenir et me pousser à continuer à faire des vidéos. Je salue mes camarades habituels qui se reconnaîtront. N'hésitez pas aussi à regarder mes vidéos précédentes, notamment ma vidéo pronostic donc, du pay-per-view, hein, qui a dépassé les 100 vues, donc je vous en remercie. Ça, c'est quelque chose qui arrive maintenant régulièrement. Je vous en remercie. On se retrouve donc très bientôt pour, a priori, parler de Crown Jewel. Peut-être que je réagirai à la draft, hein, pas sûr, on verra. Sinon, ce sera Crown Jewel, hein, qui est déjà le 21 octobre, donc ça va arriver très très vite. Et je peux vous dire que j'ai vraiment pas hâte d'en parler. Bref, on se retrouve donc très bientôt. Portez-vous bien, très très bonne semaine à vous. Et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch et cero miedo. Ciao à tous.